Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue à ce cours d'appareillage que j'ai intitulé Les orthèses en podologie, de la théorie à la pratique. Nous allons aborder non seulement la description et les indications des différentes orthèses des orteils et des pieds, mais aussi les modalités de prescription et les processus de fabrication de ces appareillages. Comme ça, nous sortirons avec une idée globale sur cette question. Le terme orthèse est tiré du grec orthos, qui signifie droit, vertical, correct, qui a aussi donné orthopédie, orthophonie, orthographe, et tithémie, qui veut dire je place. Une orthèse est un appareillage destiné à maintenir ou à soutenir une partie du corps, du tronc, un membre ou un segment de membre. Elles sont donc en contact permanent avec une partie du corps et constituent une sorte d'exosquelette. L'orthèse ne doit pas être confondue avec la prothèse, qui est un dispositif artificiel destiné à remplacer un membre, un organe ou une articulation. L'orthèse est un appareillage largement utilisé en médecine. Elle a un but thérapeutique par le biais d'une action mécanique permanente. On prescrit une orthèse dans un but antalgique, principalement lors d'atteintes traumatiques, par exemple en cas d'entorse, pour stabiliser un segment corporel en assistant une structure articulaire ou musculaire déficitaire, pour éviter les déformations des membres, pour décharger une articulation. Les orthèses sont surtout indiquées pour améliorer la fonction, en l'occurrence la marche, dans le cas des orthèses des pieds. Les orthèses ont été utilisées en médecine depuis plus de 5000 ans. La plus anciennement connue est celle décrite par Smith, un égyptologue qui a publié en 1908 un article intitulé « Orthèse pour fracture in situ ». Il s'agit, comme cette photo le montre, d'un bandage d'écorce et de linge entourant une fracture de jambe d'une momie égyptienne. À chacune de ces spécialités correspond un professionnel qui maîtrise certains types d'orthèses selon sa pratique quotidienne. Mais on peut dire que ceux qui prescrivent le plus les orthèses en podologie sont les médecins MPR, les rhumatologues et bien sûr les podologues. Pour réaliser une orthèse, il est nécessaire d'avoir une prescription médicale qui va définir les buts, les limites distales et proximales, le type de l'orthèse, que ce soit statique ou dynamique, le côté à appareiller, la pathologie qu'on veut corriger ou traiter. Toutes ces informations seront utiles à l'appareilleur pour réaliser une orthèse efficace et conforme aux exigences du prescripteur. Notons en premier qu'il existe deux types d'orthèses. Celle dite de série est retrouvée soit dans les pharmacies ou dans les magasins spécialisés en produits orthopédiques, et les orthèses sur mesure, fabriquées dans des ateliers ou des centres spécialisés. En Algérie, nous avons une entreprise étatique qui est l'Office national de l'appareillage et des accessoires des personnes handicapées, ONAF, et des entreprises privées qui ont vu le jour ces dernières années. Je vous signale que ces appareillages sont totalement ou partiellement remboursables par les organismes sociaux. Bien sûr, pour les patients assurés. Il existe plusieurs familles d'orthèses. Nous allons nous limiter dans cette première partie aux appareillages utilisés en podologie, à savoir l'orthoplastie, les orthèses plantaires et les orthèses podales, c'est-à-dire les chaussures orthopédiques. Commençons par décrire l'orthèse d'orteil ou orthoplastie. Il s'agit d'orthèses spécifiques aux orteils, réalisées sur mesure en élastomère de silicone. L'élastomère de silicone est une sorte de mélange de pâte de silicone. Elle est amovible, c'est-à-dire qu'on peut retirer à n'importe quel moment, et destinée à traiter les déformations des orteils et leurs conséquences. L'orthonixie, qui est un petit appareillage appliqué sur l'ongle, est destiné à corriger la déformation inguéale, ne sera pas abordée dans cette présentation.
Voici quelques exemples d'orthoplastie. Cette orthèse est destinée à corriger un hallux valgus et à protéger la peau en regard de la métatarso-phalangienne contre le frottement avec la chaussure. Ce type d'orthèse sépare les orteils et lutte contre leur chevauchement. Cette orthèse unidigitale procure un certain confort en cas de corps interphalangien. Je vous propose maintenant de voir cette courte vidéo qui montre les étapes de confection d'une orthoplastie. Le podologue commence par mélanger deux composants pour en faire une pâte malléable de silicone. Le patient est en décharge. La pâte est ensuite moulée directement sur le pied des patients, formant, comme dans ce cas, une butée qui modifie la position de l'orteil et évite la pression au niveau de la zone à protéger. Il faut signaler qu'il existe deux types d'orthoplastie, protectrice et correctrice. La protectrice a pour but la mise en décharge des lésions douloureuses grâce à des butées, et l'orthoplastie correctrice est destinée aux déformations réductibles. Elle agit en étirant les éléments articulaires et périarticulaires pour s'opposer à l'enraidissement des orteils. Le patient se met ensuite debout et le modelage est complété dans cette position. La polymérisation complète et la solidification se fait au bout de 24 heures. On pourra ensuite effectuer un travail de ponçage des irrégularités de l'orthèse. Passons maintenant aux semelles orthopédiques. Ces orthèses plantaires font partie de la famille de petits appareillages. Elles sont amovibles, c'est-à-dire qu'on peut déplacer d'une chaussure à une autre, et destinées à être placées dans les chaussures de série. Elles sont réalisées sur mesure, avec du liège, de la mousse de polyéthylène, du silicone ou autre matière synthétique. L'indication de ces orthèses plantaires va dépendre des données recueillies au cours de l'examen clinique et sont indiquées principalement pour soulager des appuis plantaires douloureux et assurer une répartition harmonieuse des pressions sur l'ensemble de la plante du pied. Les semelles orthopédiques auront comme but de corriger la statique défectueuse du pied ou une anomalie du relief plantaire, envelopper et compenser des anomalies du pied, corriger tout déséquilibre statique et dynamique du sujet. Parfois, les semelles sont fabriquées pour soulager certaines douleurs du genou, notamment lors de la gonarthrose sur troubles axiaux des membres inférieurs. La prescription médicale est indispensable pour que l'orthèse soit prise en charge par les organismes sociaux. Elle doit généralement préciser, en plus de la désignation de l'article, la nature et le siège de l'atteinte qui justifie la prescription et les indications, c'est-à-dire la finalité médicale. L'appareillage plantaire est normalement bilatéral. Parfois, la prescription de semelles s'inscrit dans un programme de traitement plus général, traitement médicamenteux, chirurgical, traitement de rééducation. Enfin, elle vient parfois compléter d'autres appareillages, comme les orthoplasties qu'on a vues tout à l'heure. Maintenant, nous allons aborder les différents types de semelles ainsi que leurs indications. La majorité des semelles comportent un bombement ou un relief dans une de leurs parties. Le but est principalement de soulager les appuis plantaires douloureux et d'assurer une répartition harmonieuse des pressions sur l'ensemble de la plante du pied. Prenons pour commencer cette semelle avec appui rétrocapital médian. Elle est prescrite en cas de griffe d'orteil réductible, d'avant-pied plat de l'enfant ou de l'adulte, d'avant-pied convexe ou de pathologie des espaces intermétatarsiens. La barre rétrocapitale est destinée à répartir harmonieusement les pressions sur toutes les têtes métatarsiennes. Elle est indiquée principalement en cas de pied creux non fixé. L'élément pronateur antérieur corrige la supination de l'avant-pied. L'élément supinateur antérieur, par contre, est indiqué pour corriger la pronation de l'avant-pied et pour activer le long fibulaire.
L'appui sous-diaphysaire total est réalisé en cas d'affection épidermique plantaire de l'articulation interphalangienne. L'élément sous-cuboïdien est indiqué en cas d'adduction de l'avant-pied ou de l'arrière-pied ou en cas d'entorse avec atteinte du ligament latéral externe de la cheville. Le soutien de voûte est indiqué en cas de pied plat de l'adulte, de pied plat valgus statique de l'enfant de 3e degré, en cas de douleur plantaire, mais aussi comme élément de confort pour des pieds normaux. L'élément sous-naviculaire est indiqué dans les pieds plats de l'enfant pour soutenir une chute naviculaire importante ou en cas d'effondrement du médio-pied par augmentation de l'angle de divergence astragalo-calcanéen. La cuvette talonnière supinatrice est indiquée en cas de valgus calcanéen. À l'opposé, la cuvette talonnière pronatrice lutte contre le varus de l'arrière-pied. La cuvette talonnière est indiquée pour décharger un talon douloureux. Cet anneau, appelé anneau de Schwartz, assure une meilleure stabilité de l'arrière-pied. Une talonnette peut être prescrite en cas d'équin irréductible du pied. Parlons un peu maintenant des particularités des semelles chez le sportif. De par son activité et de l'hypersollicitation de son corps, le sportif est plus sujet aux problèmes de pied que les autres. La plupart des pathologies rencontrées lors de la pratique sportive peuvent être améliorées par le port de semelles orthopédiques personnalisées. Par définition, l'orthèse plantaire du sportif est faite pour le sport. Cela veut dire qu'elle ne peut être conçue et confectionnée qu'à partir de l'analyse du geste sportif, avec les chaussures habituellement utilisées. Il est donc fondamental, chez ces sujets, d'étudier à la fois le matériel et le geste et ne pas se contenter des seules données cliniques issues de l'examen statique sur le podoscope. D'ailleurs, il n'est pas rare de constater, surtout pour le coureur de fond, que l'examen dynamique ne correspond pas tout à fait aux données de l'examen statique. Cela veut dire que l'utilisation mixte de la semelle, c'est-à-dire en sport et en ville, n'est que rarement possible. Il existe plusieurs façons de réaliser des orthèses plantaires, des plus traditionnelles qui ne demandent que très peu de moyens, aux plus sophistiquées qui nécessitent le recours à des technologies de pointe qui sont de plus en plus utilisées maintenant par les orthésistes podologues. Voici un exemple des étapes de fabrication des semelles. La première étape de fabrication des semelles, c'est l'examen clinique. Celui-ci va commencer d'abord par un interrogatoire du patient à la recherche de douleurs, d'antécédents médicaux particuliers comme le diabète, les exigences professionnelles, par exemple la station debout prolongée et la pratique de sport. L'examen du pied recherche les points douloureux, l'hyperkératose et la mobilité articulaire, et doit être complété par l'examen de l'ensemble du membre inférieur. Les troubles statiques sont recherchés genoux fléchis et genoux tendus, de face, puis de dos. On constate ici, par exemple, la présence d'un valgus bilatéral des arrière-pieds avec pied creux. Il faut ensuite prendre une empreinte du pied grâce à ce podographe à encre qui permettra de préciser la morphologie et les zones d'appui au niveau plantaire, ce qui nous donne une idée précise sur la répartition du poids au niveau des pieds. L'examen sera complété par l'analyse dynamique, c'est-à-dire l'examen des pieds nus à la marche, de face, puis de dos. On peut même envisager l'examen des pieds à la course grâce à des enregistrements spécifiques, notamment chez le sportif. L'analyse informatique des appuis plantaires est aujourd'hui de plus en plus utilisée. La réalisation des semelles orthopédiques sur mesure commence par le choix du support en fonction de la taille du pied. Il s'agit d'une base faite en cuir ou en mousse sur laquelle vont être collés d'autres éléments de correction en fonction de la pathologie traitée. Comme ici par exemple,
un renfort talonnier, une cuvette stabilisatrice, un amortisseur en mousse au niveau du talon, etc. Les orthèses plantaires, réalisées ainsi en matériaux thermoformables, sont chauffées dans cet appareil sous vide. Le sujet met ensuite ses pieds sur ce dispositif appelé emprunteur. Il s'agit d'une poche de silicone remplie de microbilles qui permet de prendre des empreintes 3D des pieds. Les semelles, qui sont devenues malléables sous l'effet de la chaleur, sont placées dans les empreintes des pieds. La mise en forme des semelles se fait grâce à la pression du poids du corps. Les semelles seront par la suite démoulées et une fois refroidies, elles prendront la forme définitive et seront à 100% personnalisées. D'autres nouvelles techniques de fraisage automatisées sont actuellement employées. Elles utilisent un système de modélisation assisté par ordinateur et garantissent un haut degré de précision. Passons maintenant au chapitre de la chaussure orthopédique, appelée aussi orthèse podale ou chaussures thérapeutiques sur mesure. Elles sont considérées par la nomenclature comme des articles de grand appareillage. Ce type de chaussure est un moyen thérapeutique qui, à l'intérieur d'un programme de soins, apporte une réponse spécifique à des pathologies généralement sévères. Elles sont destinées à compenser un déficit anatomique ou fonctionnel d'origine osseuse, articulaire, musculaire ou neurologique, lorsque cette compensation ne peut être assurée par des chaussures de série. Ce sont des fournitures entièrement personnalisées et façonnées par la main de l'artisan appareilleur, c'est-à-dire depuis la conception jusqu'à la finition. Elles sont faites généralement en cuir, mais de nouveaux matériaux sont aujourd'hui utilisés. Ces matériaux ont rendu ces chaussures plus légères, plus esthétiques et donc mieux tolérées par les patients. Comme toute chaussure, elles doivent d'abord protéger le pied vis-à-vis des agressions extérieures et faciliter la marche. Elles sont indiquées pour les déformations graves des pieds, comme les pieds Beau-Varus-Séquin ou les pieds de Charcot, ou des malformations d'orteils, comme ce cas impressionnant de polydactylie, les amputations du pied, les paralysies avec des répercussions sur la forme du pied et la qualité de la marche, et les inégalités de longueur supérieures à 2,5 ou 3 cm. La connaissance des différents composants et modèles de la chaussure est indispensable pour que le prescripteur puisse communiquer efficacement avec le podo-orthésiste. Nous allons voir ces éléments en détail, mais commençons d'abord par les deux parties principales de la chaussure, celle qui recouvre le pied, appelée la tige, et la partie comprise entre le pied et le sol, appelée semelle. Voyons ensemble les constituants de ces deux parties. Commençons d'abord par la semelle. Il existe plusieurs types de semelles. Celle qui comporte une seule pièce, appelée aussi monobloc, et le semelage complexe, qui est celui utilisé dans la majorité des chaussures orthopédiques et de commerce, et qui comprend les éléments suivants. La première de propreté, il s'agit d'une fine lamelle de cuir en contact direct avec le pied. On y grave la marque du fabricant et la pointure. On peut glisser en dessous une fine couche de mousse pour améliorer le confort. Lorsqu'elle ne recouvre que la partie arrière de la chaussure,
elle s'appelle talonnière. La première de montage est la partie sur laquelle vient se monter la tige. On peut adapter un mur ou lit plantaire. C'est une lamelle soulevable qui sert de support à la trépointe. Celle-ci est une petite bande de cuir cousue ou collée sur le pourtour de la chaussure et qui recouvre la partie basse de la tige. Le cambrion, qui est la colonne vertébrale de la chaussure, est une tige de bois, de métal ou de résine qui maintient la courbe de la cambrure en avant du talon. Il a un rôle très important dans le confort de la chaussure. Le garnissage, appelé aussi remplissage, est un mélange de liège et de résine qui est placé entre la première de montage et la semelle. Ce mélange peut être remplacé par une mousse. La semelle de marche, appelée aussi semelle d'usure, est la partie en contact avec le sol. Le talon est situé en regard de la face plantaire du calcaneus. Il donne de la hauteur à l'arrière des chaussures féminines. Le bon bout est la fine couche de gomme ou de plastique qui se trouve sous le talon pour les femmes ou à l'arrière du talon pour les hommes et qui est destiné à être changé lorsqu'il est usé. Le troisième type de semelle est un peu particulier parce qu'il répond à des besoins particuliers comme les rollers ou ces semelles d'aspect effrayant qui servaient à décortiquer les châtaignes. Le talon qui est généralement en caoutchouc peut être plein ou évidé et peut avoir plusieurs formes. Par exemple, le talon bas ou plat, le talon chiqué, le talon en talus, ainsi que beaucoup d'autres. Mais les plus utilisés pour les chaussures orthopédiques sont les talons compensés ou semi-compensés, car ils sont plus stables. Avant de terminer avec la semelle, signalons que la pente du talon, c'est-à-dire l'angle d'inclinaison du talon par rapport au sol, ici représenté par l'angle alpha, va soit décharger l'avant-pied lorsqu'il est dirigé vers le haut, ou bien va entraîner une surcharge de l'avant-pied, comme cette chaussure de femme. Voyons maintenant l'anatomie descriptive de la tige qui recouvre le pied et qui est compensée de plusieurs éléments. La claque ou l'empeigne est le morceau de posserie qui se trouve sur l'avant-pied. Posserie, c'est-à-dire le matériau avec lequel est fabriquée la tige. Le bout de la chaussure prolonge l'empeigne dans la partie avant. Le bout renforcé ou bout dur conserve le galbe de l'avant de la chaussure et protège les orteils. Les quartiers sont les deux pièces du dessus de la tige qui entourent la cheville, du talon au coup de pied. Ils sont réunis au niveau de l'emboîtage. La languette est une étroite bande de peau fixée par une extrémité qui protège le pied des lacets. Lorsque cette languette est fixée sur trois côtés pour rendre la chaussure plus imperméable, on l'appelle le soufflet. La baguette est l'étroite bande de cuir qui vient cacher en arrière la couture qui rassemble les deux quartiers. En avant de la baguette se trouve le glissoir, qui est la partie la plus interne. Entre la baguette et le glissoir se trouve le contrefort, qui maintient le galbe du talon. Les œillets sont des perforations dans la partie avant des quartiers. Ils permettent de passer les lacets. La doublure est la partie intérieure de la chaussure qui est en contact avec le pied. Elle correspond à l'empeigne. Certaines chaussures ne sont pas doublées. Différents moyens de fermeture viennent agrémenter la tige pour permettre de passer le pied dans la chaussure, puis de le maintenir en place. Ils ont donc une fonction de confort, mais également une fonction esthétique. Les plus souvent utilisés sont les lacets, qui passent dans les œillets ou sur des crochets. D'autres systèmes de fermeture plus pratiques sont possibles comme l'élastique, la fermeture éclair, le velcro, les boutons ou les pressions. Il est utile pour un prescripteur d'orthèse podale de connaître les différents modèles de chaussures, car le goût du patient ainsi que la mode sont à prendre en considération lors de la prescription. Les modèles les plus courants de chaussures sont le mocassin, qui est une chaussure sans système de fermeture de type boucle ou lacet. Il comprend
un plateau sur le dessus de la claque qui épouse le coup de pied. Parfois, il existe un élastique caché sous le plateau pour améliorer la tenue au pied. Le derby comporte un quartier cousu sur la claque, une languette et un laçage sur le coup de pied, ce qui donne à la chaussure une allure habillée. Le Richelieu est une chaussure qui ressemble au derby, mais à l'inverse de ce dernier, son quartier est cousu sous la claque. L'escarpin est un modèle de femme. C'est une chaussure fermée avec claque courte, sans moyen de fermeture, et un talon mesurant au minimum 4 cm. Le Charles IX est un escarpin qui comporte une bride sur le coup de pied, fermée par un bouton ou une boucle. Le Salomé est une variante du Charles IX. Il comporte une bride transversale à laquelle aboutit une bride longitudinale, centrale, prolongeant la claque. C'est une chaussure plutôt confort. Le Balmoral comporte une claque qui se continue jusqu'à l'emboîtage pour s'assembler en arrière de celui-ci. Le basket est une chaussure plutôt sport dont la tige monte au-dessus de la cheville. C'est une chaussure très ouverte et permet l'introduction facile d'un pied déformé, par exemple spastique ou arthrodésé. Quand les quartiers recouvrent la claque, comme dans le derby ou les baskets, le chaussage donc et la mise en place des orteils sont plus faciles. Dans le Balmoral ou le Richelieu, les quartiers passent sous la claque. Ces modèles procurent une meilleure tenue de la tibio-tarsienne. Parlons maintenant des adjonctions thérapeutiques. Ce sont des éléments orthopédiques incorporés à certaines parties de la chaussure pour répondre à un objectif thérapeutique précis et pour améliorer la statique et la marche. Si les troubles du pied sont mineurs, des modifications apportées à la chaussure de commerce permettent d'obtenir des effets thérapeutiques et d'éviter l'acquisition de chaussures orthopédiques coûteuses. Ces adjonctions thérapeutiques peuvent être incorporées au talon ou à la semelle entière, à la tige ou à l'intérieur de la chaussure. Commençons par les semelles. On peut monter une semelle large pour étaler la surface d'appui et augmenter ainsi la stabilité en station debout et à la marche. Le renforcement du semelage peut être nécessaire pour soutenir la voûte tarso-métatarsienne et améliorer le déroulé du pas. La rigidification de la semelle peut être obtenue par l'adjonction d'un cambrion en fibre de carbone, en matière plastique ou en métal. Des barres, souvent faites en métal, peuvent être ajoutées à la semelle d'usure pour améliorer ou modifier le déroulement du pas en exerçant une action sur les surfaces de contact avec le sol, ce qui modifie les surfaces de pas et de sustentation. Il en existe plusieurs types, comme par exemple la barre normale, qui a pour but d'exercer une décharge fonctionnelle sur les articulations métatarso-phalangiennes, la barre reculée, qui exerce une action de décharge fonctionnelle de l'articulation tarsienne ou même la talocrurale, la barre directionnelle, qui exerce une influence sur la torsion de la jambe, ce qui permet de soulager de façon ciblée les troubles observés au niveau du genou. Et enfin, la barre papillon, qui est destinée à décharger les têtes métatarsiennes. Les semelles internes, c'est-à-dire la première de propreté et la première de montage, peuvent être perforées pour laisser cicatriser une plaie au niveau de la plante, comme par exemple le mal perforant chez le diabétique, et la chaussure aura alors cet aspect-là. Le relevé debout est demandé en cas de déficit des releveurs. Il peut être associé à un releveur intégré. Il permet de mieux passer le pas en évitant l'accrochage distal. Parlons maintenant du talon. La fonction orthopédique du talon va dépendre de sa hauteur, de sa position, du matériel dont il est constitué et de sa forme. Voyons les modifications qu'on peut apporter au talon pour améliorer la fonction de la chaussure selon la pathologie traitée. D'abord, le talon amortisseur. Il permet d'absorber la pression
au moment de l'attaque du pas, par exemple en cas de douleur articulaire au niveau du tarse, du genou ou des hanches, ou chez les patients porteurs d'endoprothèses ou de lésions au niveau de la colonne vertébrale. Les talons amortisseurs sont toujours incorporés des deux côtés. Le talon de déroulement facilite la première phase du déroulement du pied. Le talon prolongé vers l'arrière va déplacer le pas en arrière. Le but est de soutenir la musculature du mollet. Le talon compensé renforce la cambrure de la chaussure. L'évasement du talon vers l'intérieur ou l'extérieur augmente la surface de sustentation et améliore la stabilité. Il est indiqué dans les déviations en varus ou en valgus de l'arrière-pied. Enfin, la surélévation du talon corrige la différence dans la longueur des membres inférieurs. On peut ajouter une surélévation à l'intérieur de la chaussure. Selon le type de chaussure, une talonnette à l'intérieur de la chaussure peut compenser de petites inégalités qui ne dépassent pas les 10 mm. S'il n'est pas possible d'incorporer une talonnette dans la chaussure, la hauteur correspondante est ajoutée au talon. En cas d'inégalité des membres inférieurs plus importante, la semelle est également surélevée afin d'éviter une surcharge sur l'avant-pied. Passons maintenant aux modifications qu'on peut apporter à la tige. Pour la majorité des chaussures de commerce, la tige est soutenue par 3 types de renforts. Ce sont le contrefort généralement semi-montant qui emboîte le calcanéum et le tarse en arrière. Le bout dur en avant qui protège les orteils d'un choc frontal et entre les deux, les ailettes. Dans la chaussure orthopédique, ces 3 pièces ou les 2 postérieures seulement peuvent être réunies en un contrefort latéral qui augmente la rigidité longitudinale de la chaussure ou prolongée vers le haut par une oreille en cuir qui limite le jeu de la tibio-tarsienne. Si cette articulation est douloureuse ou fragile, ces oreilles peuvent être renforcées de 2 ou 3 tuteurs balénés ou même de tuteurs acier matelassés qui sera toujours disposé du côté concave de la déformation. Par exemple, un varus nécessitera un bon contrefort latéral et un valgus un bon contrefort médial. Ces tuteurs acier peuvent être inclus dans la baguette et se prolongeant entre la semelle première et seconde de la chaussure pour éviter la chute du pied et indiquer en cas de steppage. L'intérieur de la tige sera capitonné pour éviter les frictions avec des zones douloureuses ou des exostoses sensibles à la pression. C'est le cas par exemple de la maladie de Haglund ou de cette exostose du cou de pied, ce qui nécessite un coussin de décharge disposé sur la face interne de la languette. Le système de fermeture est aussi à prendre en considération. La fermeture par lacet assure une meilleure contention du pied, mais elle peut être pénible, en raison par exemple d'un déficit moteur au niveau des mains ou d'une raideur. Et donc, un système de fermeture rapide, utilisant une bande velcro, peut être aménagé, comme pour cette chaussure à droite, modèle basket. Voyons maintenant sur cette vidéo les différentes étapes de fabrication des chaussures orthopédiques. La podo-orthèse est un moyen thérapeutique qui, à l'intérieur d'un programme de soins médicaux et chirurgicaux, apporte une réponse spécifique à des pathologies sévères. Pour cela, un bilan médico-technique est établi en consultation afin de prescrire et de concevoir la réalisation des chaussures. Bonjour. Voilà, je viens voir un peu pour les démarches que j'ai à faire pour obtenir une paire de chaussures. Orthopédiques. Il nous faut une prescription médicale. Pour être prises en charge, les podo-orthèses doivent être prescrites par un médecin spécialiste, suivi d'un devis du fournisseur et d'une demande auprès des caisses d'assurance maladie. Chaque patient peut bénéficier de 2 paires de chaussures la première année d'appareillage et d'une paire les années suivantes.
La fabrication commence par la prise de mesure ou de moulage selon la pathologie. Je vais vous faire un plâtre. Donc il y a le plâtre qui prend en position du pied. Avec la terminale. Alors ça, quand c'est sec, je coule un latex dedans et je mets une résine, c'est-à-dire je reproduis le positif de votre pied. Et après vous cassez le plâtre, oui, vous enlevez le plâtre. Oui, le plâtre, je le réouvre puisque là je vais le fermer. Et donc après je vous fais votre semelle orthopédique qui va être adaptée dans la chaussure sous votre pied et on fera un essayage de transport la prochaine. Une forme est confectionnée au volume du patient en tenant compte des corrections à apporter. L'orthèse plantaire fait partie intégrante de la chaussure. Elle est confectionnée par thermoformage avec des mousses de diverses densités. De façon à bien la ramollir, on va pouvoir l'appliquer sur le moulage après. On passe le moulage sur la machine, comme ceci. Donc la matière est bien souple, on l'applique sur le moulage. On va l'appliquer et le galber sur le moulage. Donc, on va grafer la matière sur le moulage. Couper dans une plaque de 1 cm de polyalène que ça enveloppe bien les déformations. Les hauteurs sont les mêmes. Je vais essayer de le creuser un petit peu là pour qu'il y ait un meilleur appui sur la tige. Comment tu as fait la fois? La machine fait le vide. Par la suite, un essayage nous permet de contrôler la statique. Il est d'ailleurs absolument nécessaire dans les cas complexes. Nous pourrons noter les points de contact avec le chausson et apporter ainsi les corrections à la forme. Alors je vais essayer quelque chose, moi c'est de vous caler un petit peu cette jambe. Voilà, allez-y. Voilà, ça nous servent justement les marques que l'on fait sur les essayages pour pouvoir faire la retouche sur la forme après et rajouter un élément pour donner du bâtonnage consiste à faire un relevé de forme au papier adhésif afin de pouvoir réaliser le chaussage, le modèle de chausson. Le patronage est réalisé à la main ou assisté par ordinateur, ce qui nous permet d'utiliser une large bibliothèque de modèles. Qui va être développé, donc coupé dans du cuir, en posserie, forte ou fine, selon la pathologie et selon le besoin de la personne. Les pièces sont coupées dans une posserie souple ou forte selon le besoin et assemblées par couture pour constituer l'enveloppe du pied appelée la tige. Les renforts se situent entre la doublure et le dessus
et sont modelés sur la forme pendant le montage. Il y aura un thème à l'émission absolument. Le sémelage constitue le dessous de la chaussure. Il doit assurer une bonne stabilité et offrir un support efficace aux éléments thérapeutiques sous-jacents. Le talon est un élément important dans l'équilibre postural, statique et dynamique. Sa hauteur modifie les pressions exercées sous l'avant-pied. Elle doit être soigneusement étudiée. Les chaussures sont entièrement personnalisées et façonnées par la main de l'artisan. Elles répondent à certaines normes définies par un cahier des charges. Cela me permet de temps en temps de lâcher mon fauteuil, de prendre ma canne et d'aller jouer au tennis. La paralysie des muscles releveurs du pied est fréquente. Elle entraîne un steppage à la marche qui devient pénible. Il existe plusieurs moyens pour suppléer à cette paralysie, afin d'améliorer la marche et de diminuer le risque d'accrochage au sol et de chute. Commençons par les plus simples de ces moyens, et qui sont les tracteurs élastiques, amovibles et adaptables, comme ce modèle Philippe en tissu élastique renforcé sur sa partie dorsale, d'une armature plastique et de 2 tirants de force réglables. Il assure un port qui sera discret et esthétique. Cependant, son efficacité sera modérée. Ce modèle, avec des élastiques fixés sur une jambière en cuir et sur la chaussure, sera plus efficace que le précédent. D'autres dispositifs indépendants de la chaussure existent et peuvent être des releveurs articulés ou non articulés. Articulés, c'est-à-dire qu'ils permettent la flexion dorsale et limitent la flexion plantaire. Et non articulés, qui vont garantir un maintien statique du pied et conserver l'articulation tibio-tarsienne dans un angle donné. Ce releveur en propylène type Houston est une orthèse constituée d'une jambière qui recouvre la face postérieure de la jambe et se prolonge par une semelle plantaire jusqu'aux têtes métatarsiennes. Il existe plusieurs variantes, en série et donc en plusieurs dimensions et sur moulage. Ce modèle, combinant orthèse plus tracteur,
est indiqué pour les steppages avec instabilité latérale modérée. Des dispositifs assurant une meilleure contention du pied sont représentés par ce modèle appelé releveur corde à piano, constitué par une embrasse postérieure au niveau du mollet, reliée par 2 cordes à piano, fixées par vis sous la cambrure et donc placées en avant du talon. C'est un dispositif qui a plusieurs avantages. Il est externe à la chaussure et ne risque pas d'entrer en conflit avec le pied, et fonctionne grâce à un simple contre-appui confortable, indiqué en cas de steppage simple, plus ou moins légère spasticité. Cette orthèse, à montant postérieur en acier, dotée d'un ressort, se terminant en haut par une embrasse plaquée sur le mollet et en bas par 2 griffes qui se fixent sur le contrefort de la chaussure, est indiquée pour le steppage simple. Cette orthèse type Kleinsack comporte 2 montants latéraux et une articulation. Les 2 montants se terminent soit dans le semelage de la chaussure ou sur une semelle intégrée, indiquée dans le steppage avec instabilité latérale et spasticité modérée. Pour des paralysies plus sérieuses, par exemple chez l'enfant infirme moteur cérébral ou en cas de pied ballant ou d'équinisme spastique avec inversion du pied, les modèles que nous venons de voir ne suffisent pas à contenir la cheville. Et il faudra recourir à un appareil comme celui-là, avec butée de Perlstein, solidarisé à la chaussure orthopédique. Cet appareillage est constitué de 2 montants, se terminant à la partie supérieure par une embrasse postérieure et à la partie inférieure par des tourillons pénétrant dans le talon de la chaussure. Le dernier type d'appareillage qu'on verra dans cette présentation est appelé orthoprothèse. Cet appareillage est indiqué pour les amputations du pied et pour certaines malformations graves des membres inférieurs. On verra maintenant ces appareillages du plus simple au plus complexe. Pour l'amputation d'orteil, une orthèse plantaire dans une chaussure de commerce, associée éventuellement à une orthoplastie pour combler le vide, est la plupart du temps suffisante. Cependant, l'amputation de l'hallux entraîne un retentissement fonctionnel sur la marche, avec effondrement de l'arche interne. Ceci pourra justifier d'une prise en charge plus spécifique, comme cette podo-orthèse qui restitue l'intégrité anatomique du pied. Les amputations d'avant-pied entraînent une perte de la force de propulsion. Des orthèses avec des faux bouts, en mousse ou en liège, sont moulées dans des chaussures thérapeutiques ou des chaussures de commerce. Elles permettent des appuis confortables, mais ne compensent pas la perte fonctionnelle. Ces chaussures doivent comporter un relevé du bout et un contrefort latéral. Un pied prothétique en silicone ayant la même couleur que la peau pourrait être confectionné dans un but esthétique, mais il reste de peu d'utilité sur le plan fonctionnel. Les amputations postérieures du pied sont problématiques du point de vue stabilité du moignon et possibilité d'appareillage. Pour les patients les moins exigeants, on pourra se contenter d'une botte de roue, appelée aussi pied de cheval, qui joue le rôle d'un pilon. Cette chaussure sans faux bout permet une bonne tolérance, mais pose un problème esthétique. Pour les patients soucieux de l'esthétique, on prescrira une chaussure avec un faux bout, qui en occupe la totalité à part la partie du moignon, et qui constitue une sorte d'emboîture du pied prothétique. L'adjonction d'une orthèse jambière est indispensable ici pour que le chaussage soit possible. Voyons sur cette vidéo comment se présente ce type d'appareillage. Il s'agit d'une amputation de Chopard, avec un appareillage qui va donner un aspect esthétique aux membres. Le patient commence par enfiler une chaussette pour protéger le moignon. Par la suite, il porte ce chausson, qui a été réalisé en cuir sur moulage. Il comporte un faux bout en avant. Le patient va ensuite serrer ce chausson grâce à des lacets. Le but est d'assurer une bonne contention du moignon
et de l'articulation talocrurale. À la fin, les chaussures sont mises. Nous voyons que cet appareillage donne un aspect esthétique aux pieds. Et même sur le plan fonctionnel, une démarche qui est quasiment normale. Il est courant de prescrire des chaussures orthopédiques pour des inégalités qui dépassent les 2,5 cm. Cette compensation peut aller jusqu'à environ une vingtaine de centimètres. Mais si ça dépasse, ou si la cheville et le pied sont déformés, comme dans le cas de l'ectromélie, on peut réaliser des appareillages atypiques, qui répondent à des spécificités individuelles, comme celui-là, qui permet au pied de se poser sur un support fait sur mesure, et qui sera prolongé par un appareil podojambier grâce auquel se fait l'appui au sol. Après avoir vu l'aspect technique et les indications des chaussures orthopédiques, voyons maintenant quelques règles de prescription. Tout d'abord, si on considère l'aspect économique et la complexité de la fabrication de la chaussure, il est nécessaire de justifier la prescription de l'orthopédique à la place de la chaussure de série. Si on considère l'aspect médico-légal, un médicament ne peut être prescrit que pour une indication médicale. Dans le même esprit, une chaussure sur mesure ne peut être prescrite que pour une indication médicale validée. Parfois, il sera utile de faire une description clinique du pied pathologique. Cependant, il faut savoir que, pour le podo-orthésiste, la communication du diagnostic ne s'impose pas. Par contre, il doit impérativement connaître le potentiel évolutif de l'affection du pied, ainsi que la finalité thérapeutique souhaitée et les buts recherchés. La prise en charge des chaussures par les organismes d'assurance n'est pas illimitée. Pour les adultes, chaque paire de chaussures est en moyenne renouvelée annuellement sur prescription, alors que pour les enfants, le renouvellement est prescrit en fonction de la croissance et de l'évolution de la pathologie. La prescription de la chaussure doit être descriptive et précise, afin que l'exécution soit conforme à l'indication, ce que nous verrons dans cette diapo. La prescription médicale devra préciser pour les deux pieds le modèle de la chaussure, par exemple Derby, Richelieu ou autre, la posserie de la tige, c'est-à-dire le chevreau, le veau, le lycra, mais aussi le matériau du semelage, c'est-à-dire en caoutchouc ou autre, la hauteur, la largeur du talon, ainsi que la hauteur de la tige, haute ou basse, les particularités de l'orthèse plantaire, qui peut comporter un coin, une barre, une pelote, etc. On devra préciser également les adjonctions thérapeutiques, à type de tuteur ou de baleine, ainsi que le mode de fermeture de la tige, c'est-à-dire des lacets, le velcro, une fermeture à glissière, etc. S'il s'agit d'un seul pied pathologique, par exemple le gauche, on va préciser tous ces éléments pour la chaussure gauche et on prescrira une chaussure complément à droite. Nous avons vu la complexité de la fabrication des chaussures orthopédiques et pour cela, nous insistons sur le fait que la prescription de ce type de chaussures doit répondre à des indications précises. Cependant, il existe des situations où cette indication n'est pas formelle et que la chaussure de commerce n'est pas parfaitement adaptée en raison de troubles mineurs des pieds. Dans cette situation, il sera parfois possible de modifier la chaussure du commerce en lui ajoutant des adjonctions thérapeutiques, comme par exemple des modifications de la semelle ou le capitonnage de la tige ou des releveurs élastiques. Ces modifications peuvent être réalisées soit dans des centres spécialisés en orthèse podale ou tout simplement chez le cordonnier du quartier. Après avoir fait le tour de la question de la calcéologie, c'est-à-dire la science de la chaussure, on est en droit de se poser la question concernant l'efficacité de notre prescription. Il faut noter qu'il n'existe pas de méthode de contrôle scientifique de l'efficacité de ces orthèses. Les seuls critères de jugement sont
l'appréciation du patient, c'est-à-dire l'acceptation, notamment du point de vue esthétique, la tolérance, surtout cutanée, l'amélioration de la statique du pied et de la marche, et bien sûr, l'usure de la chaussure. Si c'est une chaussure qui s'use au bout de 15 jours, c'est en fait une perte de temps et d'argent. À la fin, on doit éduquer le patient pour qu'il accepte que sa chaussure devienne un traitement plus qu'un vêtement. Pour conclure cette présentation sur les orthèses en podologie, on dira qu'il en existe une grande variété, allant du petit au grand appareillage. Ces orthèses sont indiquées dans de nombreuses situations avec atteinte des orteils ou des pieds, ou les deux à la fois. Elles sont principalement prescrites pour améliorer la fonction, c'est-à-dire la marche ou même l'activité sportive. Mais le côté esthétique est également important à considérer. L'examen podologique minutieux est indispensable pour une bonne prescription. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'appareiller un pied, c'est avant tout un acte médical, qui suppose un examen complet du patient dans sa globalité et de son problème podologique. Et à la fin, on dira que les meilleurs résultats ne peuvent être envisagés sans l'étroite collaboration entre le patient, le podo-orthésiste et le prescripteur, qui doit maîtriser non seulement la terminologie utilisée dans ce domaine, mais aussi les différentes indications ainsi que les étapes de fabrication de ces appareillages. Voici quelques références et sites qui m'ont aidé à préparer cette présentation. Cette vidéo est disponible et consultable sur renardalgérie.net. Nous allons aborder d'autres types d'orthèses des membres inférieurs lors de notre prochaine présentation.